Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La sécurité sociale court à la faillite, c'est le constat d'un rapport implacable de la Cour des comptes. Congés maladie injustifiés, médicaments gaspillés. Selon la Cour, l'emballement des dépenses n'est pas lié à la demande de soins. Une initiative pour la croissance lancée par le couple franco-allemand. Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont présenté 10 grands projets industriels dans la technologie, l'énergie ou les transports. Une façon aussi de répondre aux critiques sur le manque de discipline budgétaire. Faut-il envisager un retour de l'uniforme à l'école? La question est évoquée par le ministre Xavier Darcos dans ses réflexions sur la laïcité. Reportage en France et en Grande-Bretagne où la blouse reste la règle. La campagne des régionales a véritablement commencé en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec l'entrée en lice de Jean-Marie Le Pen. Le président du Front National sera tête de liste dans les Alpes-Maritimes. Les premières bourrasques de l'ouragan Isabelle ont touché la côte est des États-Unis. Évacuation massive et administration fermée. George Bush lui-même a dû quitter Washington tout à l'heure. Enfin, le grand sacrifice de Galiléo. Après 8 ans en orbite autour de Jupiter, la sonde va se consumer dans les gaz de la planète géante. La situation n'est plus tenable, c'est donc la conclusion du rapport de la Cour des comptes rendu aujourd'hui sur la sécurité sociale. Ça n'est certes pas le premier, mais celui-ci est accablant, notamment parce qu'il pointe un fait majeur. Le rythme effréné de l'augmentation des dépenses n'est pas lié à la demande de soins. Le résumé de cette enquête, Nathalie Moisin. Le déficit de l'assurance maladie n'a cessé de se creuser depuis 10 ans. Sans doute 15 milliards d'euros l'an prochain. Trop de médicaments et trop mal utilisés, c'est la première explication. Une surconsommation dangereuse car les prescriptions ont des effets indésirables. L'interaction entre plusieurs produits provoquerait 128 000 hospitalisations par an. Le non-respect des traitements entraîne également des gaspillages. Entre 40 et 50% des médicaments prescrits ne sont pas ou mal utilisés. Troisième cause avancée, l'explosion des arrêts de travail, plus 11% en 2002. Pour les 55-59 ans, ils remplaceraient les pré-retraites. Enfin, la création des visites médicales majorées à 30 € pour les plus de 75 ans en maladie de longue durée aurait augmenté leur nombre. 900 000 nouvelles personnes ont bénéficié d'une prise en charge à 100% en 2001. Et puis on s'arrête sur une autre de ces causes dénoncées par le rapport, la hausse des honoraires des médecins. C'était il y a un peu plus d'un an. Le problème, c'est qu'en contrepartie, des engagements avaient été pris pour faire des économies. Ils n'ont pas été tenus. Laurent Bailly. 5 juin 2002, les médecins généralistes obtiennent la consultation à 20 €. En échange, ils prescriront plus de médicaments génériques et limiteront, disent-ils, le nombre de leurs actes. À l'époque, le gouvernement se veut rassurant, les conséquences seront minimes sur les comptes de la Sécu. Il nous reste naturellement à œuvrer pour dépenser mieux, et c'est, je crois, le grand chantier qui est devant nous. Un angélisme auquel la Cour des comptes oppose aujourd'hui un cinglant démenti. Le coût de la revalorisation des honoraires des généralistes pour l'ensemble des régimes, c'est 690 millions d'euros. Ce chiffre, l'assurance maladie le conteste, elle parle de 270 millions seulement. Ça vous dérange pas si je vous prescris des génériques ? Comme ce généraliste, les médecins pourtant prescrivent un peu plus de génériques aujourd'hui, mais ça ne représente qu'une petite économie de 70 millions. Et s'ils ont levé le pied sur les visites à domicile, le nombre de leurs actes n'a pas baissé. Les consultations n'ont absolument pas changé. Que ce soit les honoraires d'avant ou les revalorisations, les consultations sont restées les mêmes. Il y en a toujours autant ou il y en a moins ? Il y en a plus. Il y en a plus. Du coup, leur revenu aurait augmenté de 1 000 € en moyenne par mois, dénonce encore la Cour des comptes. Une estimation qui reste en travers de la gorge des syndicats de médecins. Quand on s'appelle Cour des comptes, on fait des bons comptes. Et on ne confond pas recettes et bénéfices. C'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut défalquer des recettes, des charges. Et les charges, ça représente environ 50%. Des médecins qui continuent d'expliquer que leur travail, c'est de soigner les gens, que la santé a un coût, et qui réfutent en bloc toute accusation d'irresponsabilité. La Cour des comptes évoque aussi le coût des 35 heures dans les hôpitaux. Les comptes de la sécurité sociale, rappelons-le, seront présentés la semaine prochaine. On s'attend à un déficit record et à des premières mesures d'urgence en attendant la réforme. Il est question notamment d'une hausse du forfait hospitalier. Il passerait de 10,67 € à 12 €. On aura l'occasion d'en reparler. Les suites de l'affaire Flactif au Grand Bornand, le tueur présumé des 5 membres de la famille, David Otia, a été mis en examen aujourd'hui pour assassinat et écroué. Benoît Gadret, Pierre Belmont sur place.
Vêtu d'un gilet pare-balles, le meurtrier présumé du Grand Bornand a été incarcéré au milieu de la nuit. Devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen pour assassinat, David Otia a réitéré ses aveux en donnant de nombreux détails. Son ami Stéphane Arenza, qui l'a aidé à nettoyer le chalet et à déplacer le 4x4, a été mis en examen pour complicité d'assassinat. La compagne de David Otia et celle de Stéphane Arenza sont-elles poursuivies pour non-dénonciation de crime. Ça va tousser, c'est bon. On peut pas aller plus loin, je crois. D'accord. Pour les gendarmes, l'enquête est loin d'être bouclée. Depuis 48 heures, ils ratissent au plus près la zone escarpée où Otia a brûlé les corps, au fond de cette combe forestière. Un travail délicat, éprouvant pour ces hommes expérimentés. Vous imaginez très bien qu'après une crémation, tout ce qu'on peut retrouver, et évidemment l'auteur a déplacé les éléments les plus importants qui pouvaient rester, et ensuite la nature a fait son œuvre, à savoir l'eau, les différents orages ont fait raviner certains éléments, les animaux ont emporté les éléments les importants, ce qui fait que nous heurtons à une difficulté dans une zone qui est très pentue. Au Grand Bornand, l'émotion est telle chez les proches des victimes qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer. Un simple bouquet de fleurs déposé devant le chalet des Flactifs pour ne pas oublier. Même stupeur dans le Pas-de-Calais à Biache-Saint-Va, où David Otia vivait avant son départ pour la Haute-Savoie. Quand on a appris ça à la télé, on est encore sous le choc de toute manière. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a pris par la tête, franchement. On en sait désormais davantage sur le mobile qui a poussé David Otia à commettre cette effroyable tuerie. Le jeune mécanicien envieux, qualifié de primaire par le procureur, espérait rédiger un faux contrat de vente après avoir tué Xavier Flactif. Il comptait ainsi s'approprier l'un des chalets du promoteur. L'affaire Allègre, après la confrontation d'hier, le procureur de Toulouse, Michel Bréard, confirme l'effondrement du dossier relatif à Dominique Baudis. Il indique dans le journal Le Monde qu'il n'y a aucun élément dans ce dossier. Rappelons que l'une des prostituées a vu ses accusations infirmées par l'agenda de l'ancien maire de Toulouse et que l'autre s'est rétractée. Alors une question demeure maintenant, pourquoi a-t-elle menti sur place? Yasmina Farber, José Boulestex. Le nouvel avocat de Florence, celle que l'on appelait Fanny sur le trottoir, décrit sa cliente comme une pâte à modeler. Selon lui, ce sont les enquêteurs, les gendarmes, qui lui ont suggéré d'accuser Dominique Baudis de viol. Lorsqu'elle a été entendue, alors qu'elle ne voulait pas replonger dans ce passé mouvementé, les enquêteurs l'ont ramenée, lui ont suggéré effectivement certains noms. Des propos qui scandalisent les enquêteurs. Dans un communiqué, la gendarmerie renouvelle toute sa confiance au personnel. Elle se réserve le droit de donner une suite judiciaire aux propos tenus. Il y en a des gens qui ont été entendus. Bon. Georges Catala vient d'abandonner la défense de Florence. Devant les juges, l'avocat avait toujours dénoncé des pressions subies par sa cliente, mais pas celles de gendarmes, celles de policiers protecteurs de Patrice Allègre. Il me paraît impossible qu'un enquêteur digne de considération puisse dire à tel ou tel témoin, vous allez désigner telle ou telle personne. Ça me paraît effarant. Selon l'avocat, ces manipulations sont un écran de fumée qui masque le fond de l'affaire Allègre. Ce dossier très lourd repose sur les épaules d'anciennes prostituées fragilisées. Avec le vécu qui est le leur, leur demander d'avoir la rectitude d'un discours de garde champêtre, ça paraît tout à fait impossible. Le procureur de la République souhaite évidemment comprendre pourquoi les versions changent au fil des auditions. Il veut savoir jusqu'où les témoins n'ont pas dit la vérité dans l'affaire Allègre. Les manipulations, qu'est-ce que vous en pensez ? Le procès de la Madame Claude britannique, entre guillemets, à Paris, on en parlait hier. Le procureur a requis 6 ans de prison contre Margaret MacDonald pour proxénétisme aggravé. Elle dirigeait, rappelons-le, une agence d'accompagnatrices pour hommes d'affaires. Le jugement a été mis en délibéré. À propos de justice, la métamorphose des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, les nouveaux uniformes ont été présentés aujourd'hui. Vous les découvrirez dans la rue ces prochains mois. Le képi disparaît comme la cravate. Fanny Auvergne, Yannick Caroussi. Côté pratique, on a enfin un endroit pour mettre la radio, on n'est plus ennuyé, plus pratique. À savoir où la mettre. Ensuite au niveau de l'arme, bon là je l'ai pas mis, je viens de la mettre, mais... Mieux adapté au terrain, policiers et gendarmes ont découvert ce matin leur nouvel uniforme. On va voir l'arme tranquillement. Le cornet de souche, on met dans le pantalon, hein. Il y a la poche qui est faite pour. Voilà, ici, là. Pantalon de type treillis, chaussures tout terrain, et cette casquette qui tient bien mieux sur la tête que le képi quand il faut courir, tout a été repensé. La cravate, trop facile à agripper, a été supprimée.
La sécurité n'a pas été oubliée. Appelé à remplacer le pull vert. Le gilet pare-balles est beaucoup plus adapté, très près du corps, en fait on ne le sent pas beaucoup. 220 000 agents vont ainsi être relookés pour un budget avoisinant les 40 millions d'euros. Sur le terrain, on aura plus de facilité de mouvement, on est plus à l'aise, c'est plus sportif. En 1830, le sergent de ville est le premier policier doté d'un uniforme. Il fallait qu'il soit reconnu, mais l'habit l'obligeait aussi à une conduite morale, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. L'un des uniformes les plus célèbres, c'est celui-ci, les hirondelles, des agents à vélo portant une cape. En 2 siècles, 12 uniformes se sont ainsi succédés. Cette année, c'est la maison de couture Balenciaga qui a relevé le défi. La difficulté était de dépoussiérer, je pense, un uniforme qui datait et de l'inclure dans le paysage urbain. Le coût de cette nouvelle tenue, 600 € pièce. Pour les voir dans les rues, il faudra attendre le début d'année 2004. L'uniforme toujours, mais à l'école cette fois, c'est le ministre Xavier Darcos qui a lui-même évoqué cette piste de réflexion. Après le débat sur la mixité, l'époque est décidément à la remise en cause. Pour ses partisans, l'uniforme est synonyme d'effacement des différences, qu'elles soient religieuses ou sociales. Pour ses détracteurs, ce serait un pas en arrière. Nabila Tabouri, François-Julien Piednoir. On doit avoir un pantalon bleu marine ou gris foncé, pas de basket, t-shirt bleu ciel, blanc, bleu marine ou gris. Dans ce collège privé, l'uniforme n'est plus imposé depuis 30 ans. Il a été remplacé par un camailleux de gris et de bleu. Tenue correcte exigée sous peine d'heures de colle ou de punition. Pour des adolescents très attachés à la mode, c'est toujours difficile à accepter. C'est un peu énervant, donc des fois on essaye de mettre un pull blanc et en dessous on cache un t-shirt rouge. Imposer une tenue, donc des règles, une démarche qui se veut pédagogique, mais qui n'est pas forcément comprise par tous les élèves. Vaut mieux avoir soit un vrai uniforme, on est franchement habillés tous pareil, ou alors pas d'uniforme parce que l'uniforme ça sert donc à gommer les différences et je trouve que là elles sont pas gommées, c'est tout rien. Je vois pas vraiment le rapport avec les règles de la vie. Ni pourquoi vraiment l'utilité. De toute façon c'est imposé, on n'a pas vraiment le choix, donc autant être pour, et moi je suis pour. Oui. 1945, l'uniforme à l'école est de rigueur. Il incarne la nécessaire égalité entre les élèves. Faut-il y revenir aujourd'hui? Au ministère de l'Éducation, on s'interroge. Le débat est lancé avec ses pour et ses contre. Devant des problèmes de raquettes, devant un certain nombre de problèmes liés à la laïcité, devant ce genre de problème, on pourrait effectivement arriver en dernier recours au port de l'uniforme. Je ne vois pas en quoi les élèves se retrouveraient par magie plus calmes et plus sereins parce qu'ils seraient revêtus d'un uniforme. Aujourd'hui, à la sortie des lycées et collèges publics, les jeunes sont très soucieux de leur apparence. En majorité, ils disent non à un retour de l'uniforme. C'est pas en portant tous les mêmes vêtements qu'on va forcément résoudre tous les problèmes qui sont déjà causés dans les cités ou dans tout ce que vous voulez. Le problème, il est déjà majeur avant. T-shirt bariolé, basket à la mode, les vêtements permettent aussi aux adolescents d'affirmer leur propre personnalité. Et dans ce débat, l'exemple anglais est également cité. Là-bas, l'uniforme n'a jamais été abandonné. Reportage Laurent Boussier. Polo blanc et sweatshirt bleu marine, pantalon ou jupe noire, les élèves de ce collège de George Green dans l'est de Londres font partie des quelques 45% de jeunes britanniques qui chaque jour vont à l'école en uniforme. Tout le monde porte la même chose, donc personne ne sait si vous êtes pauvre ou pas. On se respecte parce qu'on porte les mêmes vêtements. Ils sont confortables. Il y a juste le logo de l'école dessus. En fait, c'est le conseil d'administration de chaque établissement qui décide du port ou non d'un uniforme. Dans ce quartier difficile à forte minorité ethnique, cette tenue existe depuis l'ouverture de l'école. C'est un problème social. Nous essayons de mettre tous les enfants sur un pied d'égalité. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent, c'est surtout donner aux élèves une identité. Gommer les différences sociales, c'est la réponse de 77% des enseignants. Très important parce que c'est une question de discipline. 10 € le polo, 17 € le sweatshirt, en partie payé par la mairie pour les familles pauvres. Ces vêtements sont vendus par l'école moins cher que leur équivalent dans le commerce. Et puis, uniforme ne veut pas dire uniformité, et ici, chacun trouve le moyen de se distinguer.
Toujours à propos d'école, on évoquait il y a un instant la question de la laïcité. La commission Stasi poursuit ses travaux sur le sujet et notamment sur le port du voile. Et pendant ce temps, les établissements continuent à faire face à la question, chacun à leur manière. À Trappes, dans les Yvelines, après 2 semaines de tension, un accord vient d'être trouvé avec un groupe de jeunes filles. Éléonore Gay, Philippe Jasselin. Pour continuer d'aller en cours, elle devra se contenter de ce foulard discret qui ne couvre que les cheveux. Fini le long voile qui encadre étroitement le visage et tombe sur les épaules. Après 2 semaines de conflit, 8 élèves musulmanes de ce lycée de la banlieue parisienne ont dû accepter ce compromis. À la rentrée 2003, la direction de l'établissement a décidé d'appliquer strictement une disposition du règlement intérieur. Elle demande aux élèves de s'abstenir de porter toute coiffe dans l'enceinte du lycée. On était nombreuses l'année dernière et cette année on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, ils nous ont dit non. Ben, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. On est là pour étudier et non pas pour imposer notre religion ou quelque chose d'autre. Pendant 2 semaines, les jeunes filles et la direction campent sur leur position. L'affaire divise le lycée. Hier, des dizaines d'élèves iront même jusqu'à manifester leur soutien à leurs camarades voilés. Ce matin, la proviseure a finalement autorisé les jeunes musulmanes à garder leur foulard, à condition qu'ils soient bien plus discrets. À partir du moment où nos élèves, comme c'est le cas, ne sont pas revendicatives, n'imposent pas aux autres, et font des efforts de leur côté aussi, je crois que bon, c'est ça l'éducation. Hein. Cette affaire intervient alors que 2 commissions planchent en ce moment sur le thème de la laïcité. Après l'audition d'une centaine de responsables religieux ou d'hommes politiques, elles rendront leurs conclusions fin 2003. L'école, la discipline, les méthodes d'hier et d'aujourd'hui, c'est aussi un des sujets traités par Envoyé spécial ce soir avec un reportage sur la fin de la mixité dans certaines écoles aux États-Unis. Envoyé spécial avec Guylaine Chenu à suivre à partir de 21h. Les États-Unis qui font face en ce moment même aux premières bourrasques de l'ouragan Isabelle. Des centaines de milliers de foyers sont plongés dans le noir. Washington est paralysé. L'état d'urgence est décrété depuis hier soir. Sur place, Alain de Chalvron, Aaron Diamond. On l'attendait de pied ferme depuis 3 jours et Isabelle est bien au rendez-vous. Déjà qualifiée d'ouragan du siècle, elle vient d'aborder les côtes américaines en Caroline du Nord, près du cap Hatteras. Déjà, elle a fait pas mal de dégâts. 550 000 foyers sont privés d'électricité, des régions entières sont inondées. Le vent souffle avec des pointes de 160 km/h, moins que prévu, mais suffisamment pour déstabiliser les plus intrépides. Les télévisions américaines sont toutes en direct de Caroline du Nord, avec parfois des morceaux de bravoure de reporters. Washington, qui devrait accueillir Isabelle dans 2 ou 3 heures, ressemble déjà à une ville morte. Tous les ministères, administrations, écoles, universités et la plupart des magasins ou restaurants sont fermés. Le métro a cessé son activité, plus de trains, plus d'avions non plus. Ce que je fais, je rentre vite à la maison. Moi, je n'ai pas peur du cyclone, c'est exagéré. Quand ça nous tombera dessus, je préfère être chez moi. C'est le principe de précaution porté à son extrême. Comme on ne veut pas d'ennui, pas de procès, pas de millions de dollars à payer en dommages et intérêts, eh bien on ferme tout, on demande à chacun de rester chez soi, quitte à paralyser tout le pays. Toujours aux États-Unis, une démission qui fait beaucoup de bruit, celle du PDG du conseil d'administration de la Bourse de New York. Motif, sa rémunération, 70 millions de dollars par an, soit près de 40 millions de francs par mois. Il n'y a pas qu'en France que les avantages parfois exorbitants des patrons font débat. David Boéry. À Wall Street, les affaires continuent. Ce matin, à l'ouverture de la séance, il était pourtant absent. Depuis hier soir, Richard Grasso n'est plus le président de la Bourse de New York. En cause, la prime exceptionnelle octroyée en août dernier par son conseil d'administration. Un pactole de 140 millions de dollars, l'équivalent de 5200 ans de salaire moyen pour un Américain. La compensation qu'il a obtenue dépasse toute justification. C'est tout simplement trop d'argent. Personne ne mérite ça. Révélé par la presse, ce bonus astronomique a fait scandale. Les grands noms de la finance qui avaient fixé et approuvé cette prime ont dû faire marche arrière en exigeant qu'il quitte son poste. Je pense que si quelqu'un devait démissionner, ce serait plutôt ceux qui ont décidé de lui donner cet argent. Richard Grasso était devenu un héros. Après les attentats du 11 septembre, il avait réussi à éviter un krach à la bourse de New York. Il en symbolisait toute la puissance. Il paye aujourd'hui le prix de ses excès.
Toujours à l'étranger, la réaction de Yasser Arafat après le veto américain à la résolution de l'ONU invitant Israël à ne pas l'expulser. « Je suis un soldat et je suis prêt à mourir en martyr », dit-il. Y a-t-il quelqu'un en Palestine qui ne rêve pas du martyr? Les États-Unis rappellent que le veto était motivé par le fait que le texte ne mentionnait pas l'existence de groupes palestiniens terroristes, mais se disent opposés à l'élimination ou à l'expulsion de Yasser Arafat. Aujourd'hui, l'armée israélienne a mené une vaste opération militaire à Jenin. Pour tout le monde, la violence se banalise, elle semble presque anodine, mais ses conséquences sont évidemment ravageuses, comme le montre ce reportage à Naplouse de Vincent Nguyen et Offset Nalbandian. C'est drôle, disent les enfants aux psychologues. 2 jours avant, on jouait à la guerre et on faisait comme si les soldats nous mettaient dehors. Mais le surlendemain, c'était pour de vrai. Les Israéliens recherchaient un activiste du Hamas à Naplouse et ils l'ont tué. Ils ont évacué les habitants de l'immeuble où il s'était caché et puis... Ce jour-là, une vingtaine de familles a tout perdu. Les enfants s'en souviendront longtemps. Quand on leur demande un dessin aujourd'hui, ils gribouillent une maison et des tanks. Aux psychologues venus évaluer le traumatisme, les gamins racontent les soldats qui crient, interrogent et fouillent. À leur mère, ils n'en disent pas tant, mais elles savent. C'est la destruction du foyer qui les a surtout marqués. On venait de quitter une petite maison pour ce grand appartement, avec une chambre pour chacun, des couleurs et des rideaux assortis. C'était comme un rêve pour eux. Et il est détruit. Beaucoup d'enfants ont de vraies peurs. Certains ont des réactions psychosomatiques, des cauchemars, de l'incontinence. Leur croissance peut être aussi affectée. Voilà pourquoi il faut les aider. En grandissant, les gamins d'ici n'analysent pas la situation politique, mais ils la comprennent à travers leur quotidien. La plupart n'ont jamais quitté Naplouse. Ces vies qui commencent tournent déjà en rond, et les psychologues s'en inquiètent. Les frontières de la peur reculent, comme pour Mohamed. Il vient régulièrement en consultation depuis qu'il a pris 2 balles en caoutchouc dans le ventre. Il a grimpé sur un tank pour voler une boîte de munitions. Comme si le danger n'existait pas. Comme si la vie importait moins que le défi. Quand on lui demande pourquoi il a pris un tel risque, il répond qu'il ne sait pas, qu'il s'en fout. Que plein de copains sont déjà morts et qu'il veut être un martyr. Quand on lui demande ce qu'israélien signifie pour lui, il répond « mon ennemi ». La plupart des enfants blessés ne réalisent pas que les Israéliens sont aussi des gens. Ils ne les voient qu'en soldats, avec des armes et des tanks, qui tirent et qui tuent. La psychologue veut convaincre Mohamed de ne pas se mettre en danger à nouveau, essayer de canaliser son énergie vers la vie plus que vers la mort. Le problème, c'est l'espoir. Le jour de notre visite, on enterrait encore un activiste des brigades Al-Aqsa, tué dans la nuit par Tsahal. La mort, la guerre, c'est la vie des gamins de Naplouse. Pour les psychologues, ces enfants, si on ne s'en préoccupe pas, sont de vraies bombes à retardement. En Italie, une nouvelle gaffe de Silvio Berlusconi et une nouvelle vague d'indignation. Les magistrats ont cessé le travail aujourd'hui pendant une quinzaine de minutes. Le chef du gouvernement les avait traités de mentalement dérangés. Ceux qui font ce travail, c'est qu'ils sont anthropologiquement différents du reste de la race humaine, avait-il indiqué. Le mouvement très symbolique a été largement suivi à Rome, Milan et Bologne. Non à l'Europe de la rigueur, oui à l'Europe de la relance. C'est le message implicite lancé par le couple franco-allemand aujourd'hui. La France et l'Allemagne, critiquées, vous le savez, pour leur manque de discipline budgétaire, ont présenté une initiative pour la croissance avec une série de 10 grands travaux. C'est Jacques Chirac et Gerhard Schröder réunis à Berlin qui l'ont annoncé. Jean-Paul Chapelle. Chirac, Schröder sur la même longueur d'onde. L'efficacité germanique vantée par le président français lui-même, les 2 hommes ont une même volonté, relancer l'économie grâce à un programme d'investissement très ambitieux plutôt que par la rigueur budgétaire. L'Europe ne doit pas attendre la croissance, mais qu'elle doit aller la chercher. Pour créer cette croissance, 10 grands projets ont été annoncés dans les télécommunications, la recherche, les transports et le développement durable. L'accent est mis sur la haute technologie, le système de navigation par satellite Galileo, la télévision numérique terrestre et le développement d'Internet. Dans cette coopération franco-allemande, on mise sur les cerveaux, mais sans oublier les infrastructures. Par exemple, le raccordement des liaisons à grande vitesse pour les trains français et allemands. Ou encore le développement de l'énergie éolienne très populaire en Allemagne.
Au total, un plan de relance volontariste sans précédent, mais pour l'instant sans financement précis. Mêlant fonds publics et fonds privés, il devrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Jacques Chirac qui s'est dit par ailleurs relativement optimiste sur l'issue des discussions avec Bruxelles dans le dossier Alstom. Rappelons que la France a 4 jours pour présenter un nouveau plan de sauvetage du groupe. Politique, Jean-Marie Le Pen a officiellement lancé sa campagne pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est là, d'après les spécialistes, que le Front National aurait les plus grandes chances de réaliser une percée. Sur place, Jeff Wittenberg, Olivier Thérault. Jean-Marie Le Pen, on le sait, aime les symboles maritimes. Le siège du FN est surnommé le paquebot, sa fille s'appelle Marine, et aujourd'hui donc, c'est sur un bateau qu'il lançait sa campagne régionale. Jusqu'où ne monterai-je pas? Une croisière de 3 heures au large de Nice, façon plutôt inhabituelle de s'adresser aux journalistes, mais à en croire le leader d'extrême droite, il y avait une bonne raison à ce choix. Et même si ça leur déplaît, ils ne peuvent pas partir. Et que cela déplaise ou non, Jean-Marie Le Pen s'imagine bien à la barre de la région PACA. Il faut dire qu'ici, à la présidentielle, il est arrivé premier dans 5 départements sur 6 et qu'il compte bien bénéficier de la prime prévue dans le nouveau scrutin régional pour la liste qui sera en tête. Bref, Jean-Marie Le Pen a déjà fait de cette élection sa revanche, d'abord sur Jacques Chirac. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est du chef de l'État qu'il était question. Ayons le courage de le dire, à l'inverse des palinodies souriantes et bronzées de Chirac, la vérité des bilans est très angoissante. 2 hommes sont bien décidés à contrer le scénario Le Pen. À gauche, Michel Vauzel, socialiste et président sortant, avec pour lui un bilan et des actions concrètes qu'il fait valoir, comme la gratuité des livres scolaires. À droite, Renaud Muselier, UMP, secrétaire d'État du gouvernement Raffarin, et pour l'instant en tête d'un premier sondage réalisé cet été. Et voilà le candidat. Avec le soutien de M. Ricard, le patron de Pernod Ricard, de M. Deloubet. 2 hommes qui, à 6 mois des élections, n'ont pas tout à fait les mêmes certitudes. Avec le score qu'a fait Le Pen au 2e tour des présidentielles, qui était à près de 30%, Le Pen peut en effet être président de la région l'année prochaine. Il a déjà perdu 2 fois la région, jamais 203. Il s'est toujours présenté aux élections, il a toujours été battu. Et vous inquiétez pas, il continuera à être battu. Voilà. Selon le climat national qui régnera dans 6 mois, difficile d'exclure ici une réplique de la présidentielle de 2002, un 21 avril à la mode provençale. En ce qui concerne l'Île-de-France, Nicolas Sarkozy a officiellement indiqué ce matin dans le Figaro qu'il ne serait pas candidat. C'est le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé qui est donc donné favori pour porter les couleurs de l'UMP au Parti Socialiste. Le président sortant Jean-Paul Huchon est candidat à sa propre succession. En bref, encore un ancien ministre en garde à vue, Christian Pierret, maire socialiste de Saint-Dié, a été interpellé dans le cadre d'une affaire financière. Son avocat dénonce ce soir les conditions de cette arrestation. Direction Toulouse maintenant, la ville s'apprête à commémorer ce week-end l'explosion de l'usine AZF qui avait fait 30 morts, c'était le 21 septembre 2001. Commémoration dans une ambiance particulière puisque les circonstances précises de l'explosion n'ont toujours pas pu être établies ni reconstituées. La thèse de l'accident reste cependant privilégiée. Où en est l'instruction? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Frédéric Crotta et Yves Ginca qui ont retrouvé la sœur de Hassan Jandoubi, présentée un moment comme un suspect parce que sa tenue vestimentaire rappelait celle de certains kamikazes au Moyen-Orient. Peu après la tragédie, on disait d'elle, c'est la sœur du terroriste. Liliane Card parle pour la première fois devant une caméra. Hassan Jandoubi, son frère, est mort dans l'explosion. Il venait à peine de se marier et de trouver ce job d'intérimaire chez AZF. Sur son cadavre, on a découvert plusieurs couches de sous-vêtements. Certains kamikazes au Moyen-Orient s'habillent comme cela. Mais Hassan Jandoubi était très maigre et complexé depuis l'enfance. Mais qu'importe, la rumeur relayée par plusieurs journaux ne cesse d'enfler. C'était la vague du terrorisme, malheureusement, je veux dire. Et c'est vrai que bon, c'était le coupable idéal. Oui, c'était le coupable idéal, voilà. Les journaux ont été condamnés pour diffamation en première instance, mais aujourd'hui encore, la famille Jandoubi rêve d'une réhabilitation. Nous souhaiterions bien entendu réintégrer l'image de mon frère, parce que franchement, nous en avons beaucoup souffert. Ça a eu des répercussions dans ma vie privée, sur ma famille et sur ma vie professionnelle aussi. À cause de cette rumeur, Liliane Card a perdu son emploi. 2 ans après, on s'escrime à faire disparaître les derniers symboles du drame. Mais l'enquête n'a pas abouti. Ni la commission d'enquête interne de Total, ni les experts judiciaires, ni les dizaines de spécialistes n'ont découvert l'origine exacte de l'explosion. Beaucoup penchent cependant pour la piste chimique. Un mélange détonnant entre ces 2 produits, le nitrate d'ammonium et ce dérivé chloré. 2 produits fabriqués dans 2 endroits distincts de l'usine et qui n'auraient jamais dû entrer en contact.
Possible erreur de manipulation doublée d'une carence dans le stockage. 3 employés de l'usine, dont le directeur, ont été mis en examen. Mais pour les avocats des sinistrés, c'est l'ensemble de la sécurité qui est en cause. Le fait que ce produit ait dégénéré ainsi, qu'il ait été mal conservé, nous semble être un élément de causalité très important. Et nous, on demande que les responsables de la conservation du produit soient mis en cause. C'est-à-dire, en fait, nous semble-t-il, le groupe, finalement, Total Fina. Nous, ce qu'on répète depuis toujours, c'est que les règles de sécurité étaient respectées, que la sécurité était une préoccupation constante et que, bon, il peut toujours y avoir dans tout dispositif une faille, une erreur. Mais la sécurité d'un site comme AZF, c'était aussi l'affaire de l'administration et de l'État. Les contrôles et les inspections des services spécialisés excluaient souvent les salariés d'AZF. En tant que représentant des salariés, on était rarement informés quand il y avait ce genre de visite, d'inspection. On le savait quand on y tombait dessus, sinon on ne le savait pas. L'autre hypothèse prise au sérieux et à laquelle croient beaucoup les responsables de Total, celle d'un arc électrique qui aurait pu relier l'usine de la SNPE à sa voisine, AZF. Plusieurs témoignages évoquent des pannes d'ordinateurs et des décharges électriques avant l'explosion. Dans 4 mois, les experts rendront leur rapport définitif qui devrait, nous dit-on, déboucher sur de vraies réponses à une terrible question. En bref, la chronique désormais quasi quotidienne des plans sociaux. Eramet prévoit la suppression de 1000 emplois en France et autant à l'étranger d'ici l'année prochaine. Le groupe métallurgique entame une restructuration de ses activités. Licenciement également chez Havas. 850 postes seraient concernés dans le monde d'ici à 2005. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Scandinavie seraient les plus touchés. L'environnement avec la sauvegarde de l'isard, cette sorte de chamois qui peuple les Pyrénées. L'isard menacé par le braconnage. Explication en Andorre, la chasse est déjà ouverte et quand le quota de gibier est dépassé, certains franchissent la frontière. Sophie Mézel, Philippe Quéroux. La journée a été fructueuse hier pour la police de l'environnement. Le butin, le voici, un chevreuil et du matériel de chasse flambant neuf. Carabines, lunettes de tir, émetteurs, récepteurs et jumelles, saisis à 2 braconniers venant d'Andorre, pris en flagrant délit. Des chasseurs qui venaient donc hors de la frontière ont pénétré sur le territoire et ont tiré cet animal. C'est que la chasse n'est pas encore ouverte en Ariège. Alors les brigades d'intervention restent en alerte. Quotidiennement, elles effectuent des exercices de largage, 15 mètres au-dessus du sol, pour intercepter le plus rapidement possible les contrevenants. Il suffit de quelques minutes pour que l'hélicoptère soit sur place et que les hommes pointent leurs armes de guerre. Cette semaine, leur mission a été définie. Protéger les isards, ces chèvres sauvages, de l'assaut des braconniers. À 2500 mètres d'altitude, se satisfaisant d'un confort sommaire depuis une semaine, des agents de la police de l'environnement sont là pour ouvrir l'œil. Ils ont été déposés en hélicoptère sur ce site stratégique, puisque face à nous c'est la France et de l'autre côté de la ligne de crête, c'est l'Andorre. Et c'est de là que viennent la plupart des braconniers. Pour le moment c'est calmé. À part les névés, pour le moment, les taches de neige, je vois rien d'autre. Mais en général, ils choisissent un point d'observation et se cachent 12 heures durant en faisant le minimum de bruit. On se dissimule pour éviter au maximum que les chasseurs andorrans nous observent. Le but de l'opération, c'est de se cacher pour laisser rentrer les chasseurs andorrans en France pour les attraper. Leur mission à eux est terminée. Elle a avant tout servi à dissuader bon nombre de braconniers de passer la frontière. Les isards ne sauront jamais à quoi ils ont échappé. L'espace avec la fin tragique et grandiose de Galiléo. Après 8 ans en orbite autour de Jupiter, la sonde n'a plus de carburant. Elle s'apprête à plonger, à entrer en collision avec la planète géante. Romuald Bonan, Frédéric Pasquette. Jupiter et son œil de cyclone, grand comme 2 fois la Terre. Faute de carburant, c'est dans l'atmosphère de cette planète géante que la sonde Galiléo va mourir dimanche, dans un plongeon suicide à 100 000 km/h. Le seul moyen pour la NASA de se débarrasser de cette Rolls spatiale d'1,5 milliard de dollars sans risquer de polluer l'un des 4 satellites de Jupiter, Europe. Car sous sa surface de glace, entre 10 et 200 km de profondeur, la sonde a découvert de l'eau salée à l'état liquide, de l'eau où les scientifiques imaginent déjà la vie. C'est bien de découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'humanité
du vivant en dehors de la Terre. On n'a aucune idée de savoir si elle est basée, justement, si ce vivant est basé sur, par exemple, la même ADN que la nôtre ou pas. Pendant 8 ans d'observation, Galileo a aussi permis aux chercheurs de mieux connaître le satellite Io. Cette fois, un univers de volcans où les éruptions peuvent atteindre 300 km d'altitude. En tout, 15 000 images scientifiques qui permettront de préparer d'ici 20 ans les missions vers les satellites de Jupiter pour aller forer la glace à la recherche de la vie. Cinéma avec le retour d'Omar Sharif à l'écran. Il tient le rôle principal dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. À 72 ans, l'acteur égyptien vient de recevoir un Lion d'Or au Festival de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Marie Jojoin, Patrick Voix. Qui n'a pas couru avec Julie Christie pour rattraper le docteur Givago? Combien de mouchoirs trempés devant Omar Sharif, comble de l'acteur romantique? 50 ans de cinéma couronné d'un Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise, où on le retrouvait, aux surprises, à contre-emploi, en épicier turc de la rue Bleue dans les années 60 et content de l'être. Dans le docteur Givago et les autres films, c'était pas moi. Et tandis que là, c'est profondément moi. Je ne suis pas arabe, maman. Je viens du Croissant d'Or. Pourquoi mon père lui va chez l'arabe, si vous n'êtes pas arabe? T'as pas racheté de vin? Arabe, maman, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit. Et même le dimanche dans l'épicerie. Comme Monsieur Ibrahim qui prend sous sa protection un adolescent juif livré à lui-même. Le couple du vieil homme et l'enfant, revisité par François Duperron. Une leçon de philosophie de la vie. Je veux pas le voir. Vous connaissez le père? Il vaut mieux qu'on parle ensemble de ça. C'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. C'est ce que je suis. Les choses que dit Monsieur Ibrahim, qui ont l'air d'être très profondes, très philosophiques, en réalité, ce sont des choses simples, et qui sont logiques, qu'il a appris, si tu veux, oralement, quand il était petit, d'une façon orientale. C'est sourire qui rend jeune. Mon œil. Essaye. Élevé à Alexandrie, Omar Sharif retrouve avec ce rôle ce que sa mère lui enseignait. Prends ça. Il faut se dire, j'aime tout le monde. Et quand vous rencontrez quelqu'un de méchant, vous avez le droit de le détester, mais pas avant. Un discours que pourrait tenir le sage Monsieur Ibrahim, car le film de François Duperron a pour maître mot la tolérance. La lenteur. C'est ça. À propos de cinéma, Gérard Depardieu a finalement demandé l'expulsion des intermittents qui occupaient un immeuble lui appartenant à Paris. Dans un premier temps, l'acteur avait donné son accord implicite. Hier soir, une centaine de personnes ont donc été délogées et se disent à la recherche d'un nouveau local. Sport football, belle soirée de Ligue des Champions pour Lyon et Monaco. Lyon qui a battu Anderlecht 1-0, but de Juninho sur un penalty généreux. Monaco a battu le PSV Eindhoven à Eindhoven, 2-1, but de Morientes et de Cissé. Et pour Eindhoven, le but le plus spectaculaire de la soirée, il est signé Bouma. Le voici. Passe au but de Flavio Roma, la 65e minute. Et c'est Bouma qui va le frapper, ce coup franc. Spectaculaire en effet. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info sur France 2 continue avec tout de suite questions ouvertes. Gérard Leclerc reçoit François Bayrou. La météo ensuite, Isabelle Martinet, point route Valérie Maurice. 21h donc envoyé spécial Guylaine Chenu avec entre autres la mixité à l'école. 23h05, trafic, point musique et un plateau prestigieux pour Guillaume Durand qui reçoit David Bowie mais aussi Air ou Moby. 1h10, dernier journal Laurence Piquet dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean-Jacques Ayagon et ce week-end c'est Béatrice Schoenberg que vous retrouverez. On se quitte sur ces images toujours aussi estivales. Baignade aujourd'hui à Cailleux-sur-Mer en baie de Somme. Température de l'eau 19 degrés. À lundi. François Bayrou, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Inquiétude et polémique autour d'Alstom après le refus par la Commission européenne que la France puisse entrer dans le capital d'Alstom pour sauver l'entreprise et 110 000 emplois. Comment l'Européen que vous êtes